Ok, donc bonjour ou rebonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux à mon talk. Non, ça va, c'est pour rien. Du coup, cet après-midi, on va parler un peu d'IA et d'API Gateway, et on va voir est-ce que ces deux trucs ont quelque chose à voir ou pas du tout. Du coup, je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur chez Serly, donc qui organise le Jug Summer Camp. Et je suis également CTO de Cloud Appim. C'est une boîte qui fait de l'API Management as a Service, donc soit en instance managée, donc ça utilise un reverse proxy qui s'appelle Autoroshi, qui est un reverse proxy open source que j'ai créé, ou en mode serverless, où on va déployer plutôt de la conf en mode GitOps pour alimenter un gros cluster Autoroshi. Du coup, les API Gateway, tout le monde est familier avec le terme. Il y a des gens à qui ça parle pas du tout. Ouais, ok. Donc en gros, API Gateway, c'est un outil qui va vous permettre d'exposer soit en interne, soit à l'externe vos API et d'ajouter en fait une couche de contrôle générique ou même globale sur toutes vos API, quelles qu'elles soient. Donc après, il y a différents niveaux d'API Gateway. Il y en a qui vont éventuellement même faire de l'API Management, où on va pouvoir compter des quotas, des nombres d'appels, faire éventuellement de la monétisation, etc. etc. Et l'intérêt d'avoir quelque chose qui est entre les clients, enfin les consommateurs et les providers, c'est qu'on va pouvoir appliquer tout un tas de vérifications de sécurité, de monitoring, d'observabilité, etc., etc. Alors, le problème de ce genre de produit, de manière générale, c'est que c'est souvent relativement compliqué à utiliser. Je dis pas ça pour rien, vous allez voir tout à l'heure qu'on va pouvoir faire des trucs relativement rigolos à ce sujet-là. Donc vous n'êtes pas sans savoir que dernièrement, la Generative AI, on en parle un petit peu, peut-être. Ça fait 2 ans quand même que toutes les semaines, on a un nouveau modèle qui est plus rapide, plus fort, plus tout ce que vous voulez. Et moi, à la base, je suis quelqu'un d'assez sceptique sur le sujet. C'est pas enfin, je vois l'intérêt de la chose, mais je n'ai pas forcément l'engouement complètement fou qu'ont certains autour de tout ça. Et comme vous le savez, j'ai créé donc une API Gateway qui s'appelle Autoroshi, qui fait de l'API management, etc. Et il y a un peu en début d'année, on m'a posé la question qu'est-ce que je proposais dans Autoroshi autour des LLM pour outiller un petit peu ce truc-là. Donc au début, j'ai dit rien du tout. Et puis j'ai commencé à me poser la question voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une API Gateway pour aider les gens déjà à utiliser des LLM, à faire en sorte que l'utilisation des LLM soit maîtrisée dans le cadre d'une architecture avec des API, etc. Et puis après, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne peut pas également aider les utilisateurs d'API Gateway avec des LLM et peut-être leur faciliter un peu la vie. Donc voilà, c'est les deux questions que je me suis posées. Et de là, je suis parti à créer un pack de plugins orienté LLM pour Autoroshi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis pas le seul à faire ce genre de choses. Il y a bien d'autres produits type API Gateway qui se lancent dans ce genre de trucs. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait moi, mais c'est ce qui arrive plus ou moins un petit peu partout. Donc, il y a des chances que vous retrouvez des features similaires dans des produits équivalents. Donc, en premier, comment je vais pouvoir aider les utilisateurs de LLM. Donc, en fait, actuellement, dans les entreprises, on voit que c'est un truc qui fleurit, pas que dans les entreprises, hein, à la fac, chez nos stagiaires, etc., etc. Il y en a pas. Tout le monde utilise des LLM pour un peu tout et n'importe quoi. Donc, tout le monde a un compte OpenAI ou Mistral ou que sais-je. Et du coup, c'est un peu une utilisation anarchique des LLM. Tout le monde a un compte avec plus ou moins de crédit, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ce problème? En fait, c'est d'utiliser un pattern qui s'appelle le egress proxy pattern. En fait, quand on utilise une API gateway, habituellement, c'est un client qui est virtuellement à l'extérieur du truc, il passe à travers l'API gateway, il tape votre API et en gros, ça lui répond et il applique une couche de contrôle au passage. Là, l'idée, c'est plus qu'on va utiliser l'API gateway en sortie, c'est-à-dire qu'on va avoir une app à l'intérieur de votre réseau, enfin c'est une façon de voir les choses, dirons-nous, et on va passer à travers elle pour aller taper sur un provider de LLM, alors qu'il soit hébergé sur Internet ou même qu'il soit en local dans votre réseau. L'idée, c'est de passer à travers cette API Gateway pour pouvoir ajouter du contrôle, mais qui a une connaissance un peu poussée du protocole applicatif, on va dire, au-delà de juste HTTP. Et du coup, en faisant ça, on va pouvoir faire des choses relativement intéressantes que je vais vous montrer.
Donc déjà, ce qu'on va pouvoir faire en premier lieu, c'est on va éviter de leaker des secrets à tout le monde. En gros, quand vous avez un compte OpenAI, vous avez des tokens pour pouvoir consommer l'API OpenAI. Et éventuellement, si vous avez plusieurs produits dans la boîte qui doivent utiliser ce token, il y a plusieurs solutions de faire les choses, mais globalement, l'idée, c'est que vous donnez ce secret à tout le monde, ce qui n'est pas idéal. Donc là, l'intérêt d'avoir la gateway entre l'application et le provider de LLM, c'est que vous allez pouvoir en fait injecter le token de connexion à la volée. Et comme ça, personne n'a besoin de le connaître à l'avance. C'est juste le proxy, donc l'API Gateway, qui connaît ce token. Et voire même, dans le cadre de Toroshi, qui peut aller demander ce truc-là à un secret vault. Donc là, en l'occurrence, sur l'exemple, c'est le vault local de Toroshi, mais on peut aller se câbler sur du HashiCorp, du Azure, du ce que vous voulez. Ça marche sans aucun problème. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous allez pouvoir utiliser les capacités d'API management de votre gateway, si elle en a, pour justement fournir des droits un peu plus fins et fournir des API keys ciblés pour telle ou telle appli ou tel ou tel business unit. Et du coup, savoir un peu qui a consommé quoi, à quel moment, avoir du monitoring, etc., etc. Donc rien que pour ça, c'est absolument génial de faire ce truc-là. Ensuite, vous allez pouvoir appliquer du rate limiting, mais au-delà du rate limiting HTTP, ça va être du rate limiting sur les tokens d'utilisation du LLM. En fait, à chaque fois que vous allez envoyer du texte à un LLM et que ce LLM va vous recracher du texte, il va décompter votre quota de tokens. Donc en gros, les tokens, c'est quand le LLM va utiliser votre texte, il va le splitter en plein de morceaux qui sont des tokens. Et quand il va vous générer du texte, c'est pareil, c'est des morceaux de texte, ça va être des tokens. Et en gros, au fur et à mesure que vous allez demander des choses, suivant ce que vous demandez en entrée et ce qui vous ressort, ça va vous consommer un certain nombre de tokens. Et ça, c'est ça qui vous coûte de l'argent, en fait, globalement. Et donc, j'ai créé un petit plugin qui vous permet d'appliquer du rate limiting en fait, en se basant sur ce qu'on veut. Donc là, en l'occurrence, on a un truc complètement dynamique où je dis, en gros, tu vas grouper ta notion de rate limiting sur la clé d'API, sur l'ID de la clé d'API. Ça peut être sur votre IP, sur un header particulier, ce que vous voulez. Et vous allez dire, voilà, sur ma clé d'API, il y a une metadata qui me donne le nombre de tokens que j'ai le droit d'utiliser et sur combien de temps j'ai le droit de l'utiliser. Donc j'utilise ce truc-là. Et globalement, la clé d'API de la business unit marketing, elle n'a pas le droit de faire plus de 5000 tokens par heure. Et on peut faire des choses comme ça. Donc ça devient aussi super intéressant, sachant que côté OpenAI ou autre, ils n'ont pas ce genre de truc. Ils n'ont pas fondamentalement envie de fournir ce genre de choses, justement pour vous faire consommer le plus possible. On va pouvoir avoir aussi des systèmes de cache. Donc du cache, ça peut être un peu compliqué dans le cadre de prompts un peu élaborés. Donc on peut faire du cache simple, effectivement, sur le contenu du prompt. On essaye de trouver un prompt qui est exactement le même et on voit si on a déjà répondu au truc et on renvoie la réponse en amont. Ou alors on peut faire du cache sémantique. Donc là où finalement il va y avoir une notion on va essayer de retrouver des prompts qui sémantiquement sont le plus proche possible du prompt qu'on est en train de demander. Donc on gère ça avec une base vectorielle et on fait le cosinus entre deux prompts et on voit un petit peu si on a déjà demandé ce truc-là et de là on récupère la valeur mise en cache. Donc là je vous le passe rapidement parce que ça va être compliqué à vous démontrer, j'ai plein d'autres démos à faire, mais globalement ça fait partie des trucs relativement intéressants pour ne pas dépenser trop d'argent, notamment quand on se fait bombarder suite à l'annonce d'un produit, ça peut être bien de faire des choses comme ça. Et puis on va avoir des trucs orientés résilience. On va pouvoir faire du load balancing de modèles relativement facilement, vu qu'en fait on est au milieu du truc et qu'on fournit une API qui est compatible avec plein de modèles. Je l'ai montré un peu plus tôt, on est compatible avec Anthropic, OpenAI, Ollama, Mistral, etc. Globalement, on va pouvoir fournir des load balancers pour dire, en gros, soit tu fais du round robin, donc tu fais les uns après les autres, soit s'il y en a un qui répond plus vite que les autres, tu privilégies celui-là, etc., etc. S'il y en a un qui est en galère, tu évites de le prendre et tu prends plutôt un autre. Bref, on peut fournir ce genre de choses relativement facilement du fait qu'on soit au milieu de tout le monde, et ça c'est plutôt cool. On va pouvoir également configurer des fallbacks. Globalement, si on a un provider qui met trop de temps à répondre ou même qui merde à la fin, globalement on va pouvoir fallbacker sur un autre provider LLM, quel qu'il soit, et ça peut être relativement intéressant pour être sûr que vos requêtes aboutissent dans tous les cas. On a aussi des outils pour faire de la validation de prompt, ça peut être relativement intéressant, notamment pour ne pas faire de l'exfiltration de données sensibles de la boîte vers des providers
extraterritoriaux, par exemple. Si vous CF la conférence de Quentin ce matin. Donc en gros, on a des trucs à base de regex ou de services externes, voire même on peut demander à un LLM de valider, un LLM local si possible, de valider son prompt avant de l'envoyer à un LLM qui n'est pas chez nous. Ça peut être relativement simple. Et enfin, on a tout plein d'outils pour faire du monitoring. Donc en gros, pour chaque requête qu'on va passer sur un provider LLM, on va savoir quel provider, quand, combien de temps, qu'est-ce qu'on a consommé comme token, etc., etc. Et de là, on va pouvoir faire du dashboarding, de l'alerting, bref, tout ce qui est utile qu'on fait sur de l'API habituellement et qu'on va pouvoir retrouver dans le cadre des LLM ici. Ensuite, on va pouvoir faire d'autres trucs. Et là, je vais passer plutôt au mode démo, histoire que ce soit un peu plus intéressant. C'est bon, tout le monde m'entend? Ouais. Donc ici, en fait, je suis sur une instance Autoroshi hébergée sur CloudAPIM, donc sur lesquelles j'ai déployé mes plugins LLM. Et du coup, un des premiers concepts qu'on a ici, je vous l'ai montré, c'est le concept de provider. Donc ici, j'ai configuré un provider OpenAI, donc j'ai dit c'est du OpenAI ici. L'API, elle est ici. Le token, je l'ai dans mon vault local. J'utilise GPT 3.5 Turbo. J'ai pas configuré de cache ni rien. Bon, ça, c'est pas très important pour la démo. Et du coup, je vais vous montrer la première démo. Donc, en fait, ici, j'ai une route qui est sur /démo, voilà, qui utilise le proxy LLM, donc, dont je vous ai parlé, et qui, du coup, utilise le provider OpenAI. Donc, en fait, ce truc-là, on va l'appeler. Donc, ici, j'ai mon client HTTP, Bruno. Et je lui envoie un prompt, globalement, donc en utilisant l'API REST unifiée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je lui dis, voilà, est-ce que tu peux en dire plus sur la société CloudAPIM? Donc là, le LLM va me répondre en un certain temps. Alors vous remarquerez, hein, c'est toujours d'une rapidité géniale. Alors, j'ai foiré ma démo parce que voilà. Donc je vais vous la refaire à l'envers. Donc globalement, il était censé me dire, je ne connais pas CloudAPIM, et je voulais vous montrer comment faire pour faire le truc. Donc globalement, je leur demande ça. Voilà, il me dit, je ne connais pas CloudAPIM, c'est pas dans ma base de connaissances. Donc en fait, on a une entité particulière qu'on va pouvoir déclarer dans Autoroshi qui s'appelle ce qu'on appelait les prompts contextes. Globalement, c'est du prompt engineering. En fait, on va pouvoir ajouter avant et après notre prompt d'autres prompts pour essayer de contextualiser la requête et lui rajouter soit de la connaissance, soit lui dire tu es un expert en informatique ou tu ne me répondras qu'en albanais ou je ne sais quoi faire. Là, c'est vous qui voyez. Et globalement, là, je lui dis, ben voilà, CloudAPIM, c'est une boîte qui fait des instances managées Autoroshi. Et donc, vous avez vu que ça marche déjà puisque j'ai foiré ma démo. Mais globalement, ici, si j'active ce plugin qui dit je rajoute du contexte à l'utilisation de mon LLM, et ben globalement, si je leur pose la même question ici, il va pouvoir me répondre avec un truc qui dit... Enfin, là, il brode un peu son truc. Et voilà, c'est une passerelle de l'API. Autoroshi, apparemment, il connaît déjà, donc il raconte plein de trucs. Donc ça, c'est un des premiers usages relativement intéressants qu'on peut faire avec les plugins LM que j'ai fait, et avec, en fait, il y a d'autres outils qui fournissent exactement la même chose. Donc voilà, c'est pas propre à Autoroshi en tant que tel. Il y a un autre truc qu'on peut faire qui est relativement intéressant, c'est de faire du templating de prompt. Donc en gros, ici, j'ai une route qui est également fait proxy LLM et qui a un plugin particulier qui s'appelle un prompt template et qui utilise un prompt template existant qui s'appelle Translator. Donc si on va voir ce que c'est ce Translator, je l'ai ici. En fait, c'est un prompt qu'on va... Alors, je voulais pas demander, mais c'est assez gros pour tout le monde, parce que ça se trouve, c'est pas ouf. Donc en gros, c'est un prompt qui va avoir des parties variables. En fait, là, je lui dis juste, ben voilà, je vais t'envoyer une requête avec un body JSON et tu vas juste remplacer ces trucs-là dans le prompt avec ce que tu me passes dans le body, en l'occurrence. Alors, on peut faire request.query, request.header. Là, c'est un expression language relativement complet. Et du coup, ça va vous permettre en fait de faire des sortes d'API, d'endpoint d'API qui derrière appellent un LLM sans forcément qu'on se rende compte que c'est un LLM. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu. En gros, ici, j'envoie un body en disant je veux que tu me traduises bonjour le Jack Summercamp en espagnol. Et globalement, ça, il devrait me faire un truc plutôt bien. Voilà, il me dit hola Jack Summercamp. Éventuellement, si on veut récupérer que le message, on a un plugin GQ qui permet d'aller cibler exactement ce qu'on veut récupérer. Et paf, on a notre traducteur qui utilise un LLM. Enfin, une API de traduction qui derrière utilise un LLM en mode presque no-code.
plutôt intéressant comme façon de voir les choses, je trouve. Donc ça, c'est tout ce que j'ai autour de comment aider les gens à utiliser des LLM et comment maîtriser l'utilisation des LLM au sein de l'entreprise. Et puis maintenant, on va passer à la partie un peu plus rigolote mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre d'intéressant dans une API Gateway avec un LLM. Donc le premier truc qu'on peut faire, et là normalement la démo va merder également parce qu'elle merde une fois sur deux, parce que merci les LLM, c'est on va pouvoir faire du contrôle d'accès basé sur du LLM. Donc en gros, ici j'ai une route qui définit un back-end vers un service qu'on a sur Internet qui fait, en gros, qui retourne ce qu'on a envoyé dans la requête HTTP, mais qui surtout va faire de la validation de requête en amont. Donc en gros, on lui dit, voilà, tu utilises OpenAI et tu fais un truc du genre, si tu as un header admin à trou dans la requête, bah, tu me laisses passer, sinon tu me laisses pas passer. Évidemment, vous pouvez mettre quelque chose d'un peu plus compliqué, mais l'idée c'est ça. On configure en fait le contrôle d'accès en utilisant du langage naturel et c'est le LLM qu'on charge de faire respecter le truc. Donc habituellement, là, il me laisse passer... non, là, il me fait un forbidden directement. Ça, c'est magnifique. Alors que si je lui passe un header admin true, normalement, il va me laisser passer sans aucun problème. Donc voilà, il me laisse passer vers le service et voilà, tout se passe bien. Donc ça veut dire que chez OpenAI, ils ont changé leur pré-prompt parce qu'il y a quelques mois, ça ne marchait plus. Ça, c'est un des problèmes d'utiliser des LLM pour faire ce genre de truc, si vous n'avez pas compris mon discours. Oui, forcément. Alors, un autre truc assez rigolo qu'on peut faire, c'est quand on démarre un projet, des fois, on n'a pas forcément les API qui vont en face, et donc on a besoin de faire du mock. Et faire du mock, des fois, c'est un peu pénible. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un LLM pour générer des réponses HTTP. Donc là, en l'occurrence, j'ai une route qui est exposée sur mon nom de domaine et qui utilise un générateur de réponses HTTP, donc qui utilise OpenAI, et je lui dis, voilà, tu vas me générer un tableau de 5 objets, ça représente des utilisateurs, il faut qu'ils aient un email, un nom, un âge, une adresse, etc. Et voilà, on lui dit juste ça. Et globalement, il nous retourne exactement ce qu'on lui demande, et ça, c'est plutôt cool. Vous couplez ça à du cache, histoire que ça se régénère pas 1000 fois, et vous avez des API mock qui se génèrent assez sympathiquement avec de la data qui va bien. Donc ça, c'est plutôt un cas intéressant. Alors, j'ai un cas un peu plus inutile, mais dans la même veine, où en fait, au lieu de faire un mock de données, on va pouvoir faire un mock d'interface. Donc en fait, je lui dis, pareil, j'utilise le même plugin, et je lui dis, tu vas me générer un site web qui ressemble à google.com, mais qui s'appelle Moogle, et voilà. Donc je dis, il va me retourner du HTML, et globalement, ça devrait fonctionner. Donc, où est-ce que j'ai l'URL de ce truc? Tac, je l'ai là. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, habituellement, ça met un peu de temps à générer. Alors, merci OpenAI. Et voilà, donc il me régénère un google.com. Je peux retenter le truc pour voir s'il change sa réponse. Mais voilà, globalement, on peut faire ça. Alors, pour faire des générateurs de scam, ça peut être intéressant. Je sais pas, là, c'est vous qui voyez sur l'utilité du truc. Non, ça marche pas. Alors, si, des fois, il faudrait regarder ce qu'il nous a généré comme code. Mais des fois, il lance vraiment la recherche sur Google, en fait. Non, voilà, il n'a rien fait de particulier, mais des fois, le form, il marche et il fait un post sur Google. Pourquoi pas. Voilà pour celle-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, on peut faire un truc relativement sympa. On va pouvoir enrichir de la donnée. Donc là, en fait, je vais vous montrer ça. J'ai une route qui utilise un plugin qui va pouvoir modifier le body de la requête HTTP. Et je vais lui dire, en fait, ce que tu vas faire, si tu vois un JSON message qui contient un champ ville, mais qui ne contient pas un champ country, en fait, tu ajoutes le pays à la volée dans ma payload, ce qui pourrait m'aider fortement. Et donc ici, si je mets Mathieu avec La Rochelle, globalement, on a notre OpenAI qui va gentiment nous rajouter France ici. Et si je mets London, par exemple, avec un peu de chance, ça va bien marcher. Il va nous ramener United Kingdom. Alors, c'est pas forcément dingue, mais ça peut toujours être utile pour rattraper des boulettes, voire même des trous de data. Ça peut être quelque chose qui est utile. Un autre truc qu'on peut faire dans le même genre, c'est de faire la même chose avec des réponses, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, c'est blablabla, où est-ce qu'elle est celle-là? Le cleanup, voilà.
Donc j'ai un plugin exactement pareil, sauf qu'il va modifier le body de la réponse HTTP. Et là, je lui dis, OK, si je t'envoie un morceau de JSON dans lequel il y a un numéro de carte de crédit, ben, j'aimerais bien que tu me le caches, parce que voilà, ça le fait pas trop. Et éventuellement que tu me mettes si c'est une Visa, une Mastercard, etc. Parce que pourquoi pas. Et donc, ici, en gros, j'ai un service qui me renvoie ce que je lui ai envoyé. Donc là, j'envoie un numéro de carte de crédit en clair. Et globalement, voilà, derrière, il y a OpenAI qui me dit, bah, finalement, c'est une Visa et je te l'ai caché à la volée, comme ça, il n'y a pas d'information sensible qui sort de ton API. On peut faire la même chose avec pas mal d'autres choses. J'ai la même chose dans le contexte de la RGPD. Donc on peut dire, bah, si dans une réponse tu trouves des données personnelles, bah, j'aimerais bien que tu me les remplaces par des fausses informations pour pas que ça soit leaké n'importe où. Donc là, globalement, ici j'envoie un payload en disant, voilà, je suis Mathieu Ancelin, 38 ans, nanana. Et donc si j'envoie ce truc-là, normalement, voilà, il me dit, bah, tu es John Doe et John Doe at example.com. Et hop, on a des données anonymisées. Alors voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais on n'a plus les informations personnelles du truc. J'ai une dernière démo dans le même genre qui fait la même chose, mais en fait avec des WebSockets. Donc, imaginons que vous ayez un chat ou des choses comme ça qui utilisent des WebSockets. Eh bien, on a un truc qui permet de valider les messages WebSockets et de dire, bah voilà, en gros, si tu rencontres du langage NE ou du mauvais langage, globalement, bah, tu dégages le message, sinon tu laisses passer. Donc, pour tester ça, je vous propose de tester ça avec... je n'ai pas sorti un terminal. Hop, donc j'utilise un client WebSocket qui s'appelle WebSocket. Et du coup, ici, je peux lui dire des choses. Donc, en gros, ouais, bravo Mathieu. Donc, ici, j'utilise un truc sur Internet qui fait un echo WebSocket. Donc, ça me renvoie ce que je lui envoie. Donc là, globalement, je lui mets salut, ben, il me répond salut, ça va. Normalement, ça va. Et là, normalement, voilà, il m'a filtré le message n'arrive pas à destination, et ça, c'est plutôt cool. Mais voilà, on peut faire ce genre de choses en ayant cette place centrale dans l'architecture et en voyant passer tous les messages. Voilà, j'en ai fini de mes démos. On va repasser au slide. Tac. Donc, j'en arrive directement à la conclusion, évidemment. Donc, hop, voilà. Donc voilà, hein, j'ai essayé de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire. Alors, je suis sûr qu'il y a plein d'autres utilisations qu'on peut tirer de cette capacité d'interroger des LLM dans une API Gateway. Il y a plein de trucs auxquels j'ai pas pensé. Il y a d'autres gens qui travaillent sur le sujet, qui ont plein d'autres idées. Donc voilà, c'est un truc plutôt intéressant. Après, bon, comme vous avez vu, ça reste des LLM, ça fait des choses, des fois ça hallucine, des fois ça raconte n'importe quoi. Donc attention à l'utilisation que vous faites de tout ça, hein, c'est pas une silver bullet. Je pense qu'il faut faire les choses de manière assez ciblée, miser plutôt sur des modèles entraînés localement et dans votre réseau plutôt que sur des providers extérieurs, etc. Mais bon, voilà. On a des choses relativement intéressantes qu'on peut faire en utilisant conjointement des LLM dans une API Gateway ou en utilisant des LLM à travers une API Gateway pour maîtriser le truc. Et c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer. J'espère que j'ai réussi mon coup. Juste, vous pouvez tester l'extension sur LLM sur CloudAPI, donc soit sur les instances managées, soit on a un mode serverless où en fait on a un projet d'exemple qui est dispo sur GitHub et vous avez un free tier, donc vous pouvez l'essayer gratuitement. Bon, après, on vous donne pas des tokens OpenAI, hein, c'est à vous de vous débrouiller sur ce sujet-là. Mais globalement, si vous voulez essayer le truc et vous faire une petite API qui appelle un LLM avec tout ce que ça va être bien, ben, vous pouvez le faire relativement simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, j'ai 5 minutes pour y répondre. Ouais, j'avais une question. La partie plugin LLM, là, Ouais. est-ce que tu peux les conditionner en fonction de metadata de l'API? Par exemple, si j'ai une API que je gère par exemple pour une partie où je sais que ça va être exposé en public, ben, je peux faire des fils de chambre. Ouais, alors en fait, est-ce que je peux appliquer les plugins que pour certaines métadatas d'API? Donc on sent quelqu'un qui utilise Autoroshi au quotidien.
Non en tant que tel. Après, tu peux faire des routes qui ne sont accessibles que si tu as une certaine API key que si une certaine metadata sur ton API key, et donc la configurer différemment pour ce cas-là. Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Je voyais que sur la partie prompt, c'était la partie système qui était configurée pour générer des mocks ou notamment pour augmenter des réponses. Est-ce que si moi j'utilise l'API key et je mets moi-même un prompt système, comment il va combiner les deux, il va supprimer l'un, Ouais. Alors, ce que tu as vu, c'est dans le cas du contexte, c'est ça? Je pense que tu as vu. Et en gros, c'est parce que là, justement, c'est de l'injection de pré-prompt par-dessus ton prompt. En fait, ton prompt, quand tu l'utilises en direct, c'est toi qui l'écris. Donc, globalement, tu mets user ou système ou ce que tu veux, mais enfin, user en l'occurrence. Et là, moi, j'ai mis système pour justement que ça vienne s'insérer comme du système. Si toi, tu décides de mettre ce que tu veux, et globalement, il va tout combiner les uns après les autres dans l'ordre où ça se déclare. Pour OpenAI, on pouvait avoir qu'une seule instruction système. Après, ça dépend du provider, effectivement. Là, en l'occurrence, OpenAI va te bloquera, là où d'autres te bloqueront pas forcément sur du OLAMA ou des choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Donc après, c'est plus à toi de comprendre comment le truc marche. Ça fait partie des améliorations que je compte faire, notamment pour essayer de t'abstraire un peu tous les détails de chaque provider, mais c'est pas encore... Donc là, ce que tu dis, c'est que tu viens rajouter le prompt système en premier. Ouais. En gros, il faudrait que je revienne sur le truc, mais où est-ce que c'est? Hop. En fait, là, tu as un tableau qui est le pré-message. Donc, en gros, c'est ce qui va être inséré avant. Et après, tu peux même faire du post-message. Donc, c'est un tableau qui sera inséré après le prompt que tu feras passer dans le truc. Donc, globalement, c'est toi qui est en maîtrise de où tu mets les choses logiquement. D'autres questions? Bon, bah écoutez, merci beaucoup.